notre invitée du jour, Madame Mariam Satina Diallo, présidente du comité de normalisation. Cette structure transitoire qui est à la tête de la Fédération guinéenne de football. Madame, bonsoir. Bonsoir. Moi, positionnez bien son micro pour que... Avec plaisir. Ouais, c'est votre voisin d'ailleurs, on parle du sport, vous êtes le spécialiste maison des questions sportives dans cette émission. Alors, Bouakar Sansobari, c'est vrai, Monument qui est notre spécialiste, mais je vous donne l'honneur de lui poser la toute première question. Madame, encore une fois, bonsoir. On a, le samedi dernier, adopté les nouveaux statuts de la Fédération guinéenne de football et le code électoral, il me semble. Est-ce que, partant de là, on peut dire que la crise qu'on a connue récemment autour de ces textes, elle est définitivement close? Elle est derrière nous. Je pense qu'elle est derrière nous. Élevez un peu la voix. Je pense qu'elle est derrière nous parce que c'était une étape extrêmement importante pour continuer le processus dans lequel nous sommes engagés depuis décembre 2021. Elle est derrière nous à la suite de la médiation notamment du Premier ministre. Qu'est-ce qui a fait que entre vous et les membres statutaires, on n'a pas pu trouver une solution? Il a fallu l'intervention du Premier ministre. Le torchon a toujours brûlé. Vous savez que le CONOR a été contesté dès sa nomination. Je ne vous apprends rien, vous êtes là, vous êtes dans la presse. Et le lendemain de la nomination du CONOR, les contestations ont commencé. On n'a jamais eu un seul jour de répit. Amplifié par ses membres aussi, les membres du CONOR? Non, pas du tout. Je suis désolée. D'accord. Nous n'avons pas amplifié ça. Nous avons été attaqués et nous avons été brocardés, insultés même et tout. Mais bon, tout ça, c'est derrière nous aujourd'hui. Et on a fait croire que nous étions le problème alors que nous avons trouvé un problème. Nous sommes venus parce qu'il y avait un problème. Donc, le refus était total de dialoguer. Et vous avez suivi sur certains médias la main qu'on a tendue et on a dit carrément on ne dialogue pas avec la présidente du CONOR. Donc, cela a été dit. Et du moment qu'on a refusé ça, il fallait bien que le football guinéen puisse sortir de son état léthargique dans lequel il était. Et notre devoir, nous, c'était de trouver coûte que coûte un consensus qui nous permette d'avancer parce que ce n'était pas à l'avantage de la Guinée. Donc le gouvernement nous a plutôt accompagnés, il ne s'est pas ingéré, il a accompagné pour que nous puissions sortir de cette situation. Et là, la FIFA ayant informé qu'elle allait se retirer si ça continue, elle allait se retirer, la FIFA et la CAF de la Guinée. Et il fallait bien que le gouvernement s'en mêle quand même pour dire attention. Non, la FIFA a menacé de mettre un terme à votre mandat ou se retirer. Jamais la FIFA n'a dit qu'elle allait mettre terme à notre mandat. La FIFA a dit qu'elle allait suspendre son intervention sur la Guinée. Notre mandat n'a jamais été mis en cause. C'était en quelque sorte votre échec à mener à terme votre mandat, à bien votre mandat. Moi, je ne parlerai pas d'échec. Parce que lorsqu'il y a un refus de dialoguer, d'avancer, on ne peut pas dire ça un échec. Les statuts ont été rédigés, ont été faits, ont été présentés. Mais attendez, vous parlez de refus, mais vous étiez figé sur des points. Après, à la suite de l'intervention du Premier ministre, vous avez accepté d'être flexible sur ces points. Alors, si vous l'aviez fait avant que le Premier ministre n'intervienne, est-ce qu'on aurait eu besoin de l'intervention? Est-ce que les choses n'allaient pas avancer? Alors, non, si cela étant... D'abord, si c'est le cas, quels étaient les points sur lesquels vous êtes resté intraitable? Je pense que c'est la bonne question. Parce qu'il y avait 88 articles. Sur les 88 articles, c'est 15 articles qui étaient que les membres statutaires n'approuvaient pas. Ils voulaient un changement sur les 15 articles. Nous avons interrogé la FIFA et la CAF avec qui ces statuts ont été rédigés. Ce n'est pas le CONOR qui s'est enfermé et qui a écrit. Nous avions 2 à 3 réunions par semaine pour travailler sur ces statuts. Et on s'est basé aussi sur les statuts des pays qui sortaient de CONOR, comme la Côte d'Ivoire. Nous avons regardé les statuts des autres pays
Et c'est sur cette base, en tenant compte des impératifs aujourd'hui de la CAF, pour les rédiger. Notamment la gouvernance, notamment le conflit d'intérêts, notamment la transparence. Et c'était des choses, notamment la liste électorale. Mais c'est ça qui était refusé par les membres statutaires, malheureusement. Et ça, la CAF le savait, parce qu'elle est venue 2 fois, FIFA et CAF ici en Guinée sont venus 2 fois. On a eu des rencontres et ils ont dit qu'ils étaient intransigeants sur ces parties-là. On ne peut pas aller sur des statuts sans tenir compte de ça. C'était ça le problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand le Premier ministre, le ministre des Affaires, le ministre des Sports et le Premier ministre se sont intéressés? Vous parlez des points sur lesquels... Des points sur lesquels... Mais les points sur lesquels vous aussi vous avez cédé, vous n'en évoquez pas. Le seul point, monsieur, voilà. Le seul point que le CONOR n'a pas obtenu dans cette histoire, c'est les ressources humaines, les indépendants. Et même vous avez différé aussi l'application. Gardez bien le micro. Après le congrès électif. Du moment que ça va se faire. Tout ça, c'était des choses qu'il fallait en amont accepter pour que les choses partent. Mais il a fallu que le Premier ministre vienne pour que vous acceptiez. Non, je suis désolée. Monsieur Cissé, je suis désolée de votre approche. Parce qu'il n'a jamais, été question de refuser. Si, vous parlez comme si vous appréciez. Ah, d'accord. Il n'a jamais été question de refuser cela. Lorsque nous avons dit, venez, nous allons en discuter, nous l'avons dit, ils ont dit qu'ils ne viennent pas en discuter. Alors, comment voulez-vous qu'on avance dans ces conditions? C'était bloqué. Et le blocage n'était pas dû par le CONOR. Le blocage était de leur côté, ils ne voulaient pas qu'on avance. Les membres statutaires. Les membres statutaires. Sinon, s'ils étaient venus et qu'on dise non, vous auriez pu dire ça. Vous auriez pu dire ça. Ils ont fait un moment vous adresser dans lequel ils ont dit ce qu'ils pensent. Voilà, justement, ce qu'ils pensent de ce statut. Et nous avons envoyé ce moment à qui de droit. Et ils ont dit que vous ne pouvez pas du tout accéder à leur... Nous avons envoyé à qui de droit. Et qui de droit a dit non. Oui. On ne revient pas sur ça. Ça, c'est pas nous. Maintenant, et qui de droit est revenu sur ça pourtant par contre après? Non, elle n'est pas revenue là-dessus, monsieur. C'est seulement, elle n'est pas revenue là-dessus. Parce que je vous dis que c'est seulement les personnes ressources. Et ça, je le regrette encore une fois. Et le fait que c'est dans 6 mois après les élections que les ligues ne vont plus faire partie. C'est les 2 seuls points, monsieur, sur 88 points. Oui, on avait dit que ça, même ça, ce n'était pas possible. Non, on n'a jamais dit que ce n'est pas possible. On a dit de venir négocier avec nous, de venir qu'on en discute. Cette discussion n'a jamais eu lieu. Comment voulez-vous une discussion qui n'a pas eu lieu? On ne peut pas avancer. Je suis désolée. Sansoubaly. Moi, vous parliez tout à l'heure d'approche. Je voudrais interroger votre approche. Vous avez dit, vous avez travaillé avec la CAF, avec la FIFA, vous êtes inspiré de statuts dans d'autres pays qui sont sortis de période de CONOR. Mais je dis, est-ce que c'est davantage avec ces partenaires-là qu'il fallait travailler ou bien avec les membres statutaires qui sont vos partenaires locaux dans l'élaboration de ces textes? C'est cela que je regrette. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est en ce terme-là que nous avons voulu justement nous asseoir avec eux. C'est vrai qu'on a pris du retard. Parce qu'il y a eu la CAN, comme vous le savez, on a pris du retard. Mais quand nous avons commencé à discuter, la réticence était là dès le départ, comme je vous l'ai dit. Et c'est comme s'il y en avait certains qui ne voulaient pas qu'on avance sur ces thèmes-là. Sinon, je pense que si le dialogue avait pu s'instaurer entre nous, on n'en serait pas là. Mais est-ce que vous avez fait des efforts dans ce sens? Absolument. Est-ce que vous avez fait des efforts? On l'a tellement fait que le collectif, vous oubliez qu'il n'y avait pas que les G47. Après, il y a eu quand même un collectif qui est né. Ce collectif a fait énormément de travail. Et comme moi, je n'arrivais pas, personnellement, j'ai essayé d'aller chez certaines personnes qui étaient très réticentes et on m'a fermé la porte. On a dit non seulement on ne me reçoit pas, mais aussi je ne peux pas recevoir. On refuse de venir chez moi. Cela a été dit. Vous comprenez? Donc, je suis passée par leurs collègues quand ils ont créé le collectif pour aller discuter. Et ce sont ces discussions qui ont abouti que les 13 points, sur les 15 points, 13 points ont été pratiquement acceptés.
Et c'est sur les 3 points, justement, le problème des femmes, qu'ils ne voulaient pas du tout, le quota des femmes qui n'était pas du tout accepté, les personnes ressources et la liste. Sur ces 3 points qu'il y avait des problèmes. Donc, quand le Premier ministre venait, c'était ces 3 points-là où il y avait un problème. Sinon, le reste, c'était acquis. Maintenant, vous êtes à la tête de Conor aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au texte? Il y a un problème qui a été d'ailleurs subtilement relevé par le site d'Ineset. Est-ce qu'il y a des subtilités dans le texte? Est-ce que cela ne peut pas être... Il y a encore des subtilités? Oui, il y a des subtilités. Donnez et précisez exactement. Dans le texte, oui, M. Abakar Condé, il y a des subtilités. Oui, mais il faut nous les préciser d'abord. Est-ce qu'il connaît bien? Peut-être qu'il connaît ces subtilités, parce que moi, je n'en connais pas. Oui, il y a des subtilités. À quel niveau? Article combien? Alinéa combien? C'est un problème, ça. Si je ne peux pas poser ma question, c'est un problème. Allez-y. Alors, voilà. Donc, il faut faciliter la compréhension pour les auditeurs et téléspectateurs. Oui. Je dis, est-ce que ces subtilités ne peuvent pas, peut-être qu'on n'aura plus une crise comme celle qu'on a connue liée au statut qui est d'ordre général, mais ces subtilités liées à des candidatures ne pourraient pas, selon vous, constituer la prochaine étape d'une autre crise. Il y a par exemple Guinécet qui a relevé le cas de résidence dans le statut. Il faut résider dans le pays 5-6 mois avant les élections. Et nous savons que cela pourrait être rédhibitoire à la candidature d'un certain Amadou Diaby qui n'est pas là. Cela a été dit. Et comment tout cela peut être? Vous allez approcher des juristes pour analyser comment ça va se passer. S'il vous plaît. La commission électorale va se charger de tout ça. Exactement. Du moment que la commission électorale et la commission électorale c'est des subtilités, non? Vont être mises en... Non, ce n'est pas des subtilités. Oui. Nous essayons pour une fois de respecter les textes. Si les textes sont respectés, les choses vont aller d'elles-mêmes. Respectons les textes. Et croyez-moi, en tout cas, tant que nous serons là, le Conor, les textes qui ont été votés le samedi seront respectés. Oui, Baïla. Oui, mais la résidence est un concept aussi juridique plein de subtilités. Absolument. Parce que, voilà. Donc, moi, je voudrais comprendre pourquoi ces réticences. Parce que, à vous écouter, je n'arrive pas à comprendre, parce que ça me paraît, ça n'a pas de sens que une quarantaine de présidents de clubs s'opposent contre vents et marées à des statuts, à une évolution. Qu'est-ce qui explique concrètement pour vous les réticences auxquelles vous avez été confrontés, comme vous dites, dès les premiers jours du Conor? J'avoue, c'est monsieur Traoré Baïla. Traoré, je me suis posé plusieurs fois cette question. Un moment, je me suis dit, mais c'est du harakiri. Parce que comment peut-on... Nous, on aurait fait les 6 mois et parti si les choses s'étaient passées normalement. Comment on peut refuser de voter ces textes? Parce que cette liste-là dont on parle, vote par liste, c'est pas nous, le Conor. C'est une directive de la CAF qui est venue, un courrier est venu et on a distribué pour leur dire maintenant que c'est ça. La bonne gouvernance, la transparence, eux-mêmes sont venus, ils ont dit à partir de maintenant, c'est ça. Et lorsque nous nous sommes réunis la première fois pour discuter de ça avec eux, ils ont biffé plusieurs parties des articles, plusieurs articles pour dire nous, on n'est pas d'accord sur ça. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce que vous nous proposez en contrepartie? Qu'est-ce que vous nous proposez pour la transparence, pour le conflit d'intérêts, pour la démocratie? Qu'est-ce que vous nous proposez? Des propositions n'ont pas été faites. Donc, on s'est rendu compte que la plupart des gens, vous savez, chez nous en Guinée, on ne lit pas. Beaucoup n'avaient pas lu, en fait, les statuts. Beaucoup Ils n'ont même pas lu les documents? Il y en a qui n'ont beaucoup. On s'est rendu compte qu'il y en a qui n'avaient pas lu les documents. En fait, vous savez, chez nous, il y a toujours un problème de personnes, problème d'intérêt. C'est pas seulement dans le sport, malheureusement. Et nous l'avons vécu. Et nous pas seulement dans la politique, malheureusement. C'est partout dans la société. C'est sociétal. C'est sociétal. C'est sociétal. C'est cela que nous devons essayer de changer. Parce que dès que Cissé est dans un
dans un camp, on pense que s'il dit les choses, il est contre moi. Ce n'est pas toujours ça. Ouais. Ça a pesé aussi contre alors, le football guinéen. Madame, les statuts sont désormais on va donner la chance à on va bientôt, dans l'agenda... Sans va poser sa question, si vous permettez. Voilà, le CONOR est arrivé à la suite d'une longue crise. Est-ce que, à votre arrivée, au-delà de l'élaboration de ces statuts, vous avez fait le diagnostic de ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez pu identifier des facteurs qui ont engendré cette crise-là? Et est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire que le CONOR a travaillé sur ces facteurs? Est-ce que c'était notre rôle de travailler sur ça? Nous avions une lettre de mission de gérer les affaires courantes, n'est-ce pas? Ce que nous avons fait, de faire tourner le ballon. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ça a été fait. Et aussi de produire des statuts qui vont être votés en tenant compte justement des insuffisances. C'est pour ça que c'est toutes les insuffisances qui ont amené ces problèmes de CONOR qu'on a voulu mettre dans les statuts afin d'éviter de tomber encore dans une autre crise. Et il y en a qui ne voulaient pas sortir de cette situation. Et on nous disait toujours en 2015, en 2016, on a fait telle chose. Mais non, les choses évoluent. Les statuts sont dynamiques aujourd'hui. Même la FIFA, chaque année, change. Il y a des articles qui changent. Mais certains ici ne voulaient pas qu'on touche certains aspects des statuts. Et ça, c'est un véritable problème. Au bon fonctionnement du football, ou bien c'est pour protéger leur intérêt sordide et égoïste? C'était vraiment, c'était tout ça. C'était tout ça. Voyez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que nous avons voulu prendre de la hauteur et nous avons demandé à chaque club de nous faire le diagnostic eux-mêmes. Quand on est venu, c'est la première question que j'ai posée. Il y a des problèmes. Dites-nous pourquoi il y a des problèmes et quels sont vos axes de solution. Nous avons réuni tout ça et nous avons envoyé à la FIFA et à la CAF pour leur dire voilà ce que les membres statutaires de la Guinée pensent du football et voilà ce qu'ils proposent comme solution. C'est après ça qu'on est allé dans les textes. Donc nous les avons écoutés, nous avons lus. Mais bon, vous savez, je ne veux pas tellement m'appesantir sur ce qui est négatif. Moi, je voudrais qu'on soit dans le positif. D'accord, on va avancer. On a avancé, j'ai remercié tout le monde. On a adapté, on va passer à autre chose. Et à l'unanimité. Avançons, soyons positifs. Vous permettez, il y a ces deux questions rapidement. Il y a cet auditeur qui veut savoir, peut-on être désormais président de club et cumulativement membre du comité exécutif? Ça n'a aucun... Ah si? Dans les statuts, il n'y a pas d'inconvénient. Non, ce n'est pas vous qui êtes l'invité, Mouniuma Sissé. On va vous inviter aussi, n'influencez pas sa réponse. Ça, les textes aussi vont le dire, parce que... Les textes l'ont déjà dit. On démissionne. Dès qu'on est élu, au début, ce que les textes disent, dès qu'on est élu, on démissionne de son club. Parce que justement, c'est pour éviter le conflit d'intérêts. Au début, on avait mis vous démissionnez. C'est pas possible. Non. Au début, on avait dit vous démissionnez avant de venir. Mais on peut ne pas avant d'être candidat. Mais et si on n'est pas élu, on aura perdu. Donc, lorsqu'on gagne, on doit démissionner. Reprenez ça à l'attention même de Mouniuma qui doit comprendre. Non, je comprends. Il a un club. Cumulativement, c'est pas possible. On ne cumule plus. Non, ça c'est du bon sens. Ça relève du bon sens qu'on ne peut pas cumuler les deux postes. Exactement. Ça relève du bon sens. Celui qui a posé la question. Mouniuma Sissé, est-il possible de résider aussi, à l'étranger et candidater pour un poste de membre du comité exécutif? Non, dans les textes, ce n'est pas dit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dit dans les textes. Il faut résider. Mais on peut avoir plusieurs résidences à la fois. On peut avoir, effectivement. Alors, on a adopté les textes, c'est une très bonne chose. Je disais que c'est une étape importante de franchir. Et les organes électoraux qui vont être mis en place, à commencer par commission électorale. Les commissions électorales et de recours. Quand est-ce que ça va être... Regardez sur notre site, je pense que c'est déjà mis dessus. Oui, au mois de septembre. Les élections, le congrès électif est maintenu pour le 20 novembre. Absolument, si tout se passe bien. Mais nous allons faire les élections de la base au sommet. Quand cela va être fait, un programme va être établi à l'intérieur du pays. De la base au sommet, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne savent pas, les districts, voilà, les ligues régionales à l'intérieur. Nous reprenons les élections
pour que vraiment il y ait une nouvelle dynamique, une nouvelle génération de personnes qui vont venir dans le sport. Parce que le sport était pris par certains groupes qui pensaient que peut-être c'est eux seuls de le faire, mais aujourd'hui il y a une nouvelle génération. On a souvent est-ce que ce discours, madame, est-ce que madame, ce discours qu'on vient d'entendre ne fait pas que vous soyez rejeté? Parce que ça prouve à suffisance que vous avez une prise de position, vous avez un parti pris. Je dis pris. certains, non monsieur, pas Non, mais du bien tout. sûr, madame, le Non. discours qu'on vient d'entendre, il ne revient pas à vous de changer. Ce sont ceux qui ont en charge du fonctionnement du football qui peuvent le changer. Mais votre façon de dire, c'est comme si vous venez contre déjà quelque chose qui était là. Est-ce que c'est pas trop Monsieur Camara, prétentieux, madame, je ne de suis votre... pas une votante. Et je reçois là où je suis, je reçois beaucoup de courriers, beaucoup d'informations que vous n'avez pas. Et le mot, il était fermé. Aujourd'hui, c'est ouvert. Et il faut le dire. Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer que c'est ouvert et que aujourd'hui, ceux qui sont intéressés peuvent candidater. Je pense que cela aussi est mon rôle. Maintenant, les intéressés voteront pour qui ils veulent. Ça, et je n'ai aucun rôle à jouer dans ça. Il y a une commission électorale qui va être mise en place, une commission électorale de recours, que les gens se mettent sur le terrain et défendent leur position. Le CONOR que vous avez présidé pour évacuer les affaires courantes, faire adopter de nouveaux textes pour aller vers la normalisation, après avoir analysé le fond du problème, est-ce que c'est la gouvernance d'alors qui a occasionné cette crise? Est-ce que nous pouvons parler de l'avenir? Ah mais oui, mais l'avenir sort du passé. Les textes sont on va aux élections. Non, c'est important de savoir qui a... Parce que les problèmes qui ont été gérés. Le problème, quand ça n'allait pas... Dioma est là depuis quand? Vous avez fait combien d'émissions? Moi, j'étais une personne très loin du sport. Très loin. Très loin du sport. Bien entendu. N'est-ce pas? Oui. Mais en tant non, mais maintenant que vous avez été première autorité du CONOR, comme vous l'avez dit, vous avez accès à certaines données, à certaines informations que nous n'avons pas accès. Vous pouvez maintenant éclairer l'opinion. Peut-être que nous pouvions à l'époque être dans la spéculation, dans ci, dans ça, mais vous qui êtes à charge de gérer tout ça de près, vous pouvez nous dire qui a fait quoi? Non, les textes n'ont pas été respectés. Vous savez. Moi, j'écoutais la radio. J'écoutais, mais par ceux qui étaient là. C'est pour ça qu'il y a eu un problème. Non, monsieur, moi, vous n'allez pas me faire prononcer. Vous n'allez pas me faire. Quand même, il y a un responsable. Vous n'allez pas me faire prononcer des noms. Vous comprenez? Je ne suis pas venu pour accuser Paul ou Pierre. Vous m'avez invité ici pour que je puisse vous déterminer, vous parler du CONOR, des statuts qui ont été votés et de l'avenir du football guinéen. L'avenir du de football. Ça, nous allons en parler. Mais qui a créé la crise? Elle est derrière. Elle est derrière, mais on est de toutes les façons. Il faut éviter la répétition. Et les textes qui ont été, votés, voilà, qui ont été violés, ça c'est clair. Maintenant, les nouveaux textes qui sont là, si nous mettons en place la commission électorale de recours, et il y aura la commission d'éthique et tout, le travail sera fait parce que vraiment... De manière convenable. Lisez-moi les textes, lisez les statuts et notre code électoral. D'accord. Vous comprendrez. On va partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure du vote des textes réglementaires. Maintenant, votre bilan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est vrai, il y avait les affaires courantes. Avant le bilan, moi c'est sur la garantie, sur la violation des textes qui sont votés. Tout à l'heure, voilà. Et quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que... Les voies de recours? Voilà, non pas que des voies de retour. Qu'est-ce qui garantit que les textes qui ont été adoptés ne seront pas violés dans l'avenir? Parce que toutes les transitions aujourd'hui, qu'elles soient politiques ou football, sont tellement prétentieuses que finalement on sait que l'avenir sera tellement radieux que tout est fait, quoi, tout est parfait. Vous savez, quand on a fait de bons textes, il faut avoir de bonnes personnes, la qualité des ressources humaines qui vont travailler sur ces textes-là. C'est extrêmement important. J'espère et j'ose croire que les membres statutaires vont faire de bons choix. C'est ça. Mais il y a déjà des potentielles candidatures. On parle de Amadou Diaby, en tout cas des noms sont cités. Pensez-vous que ceux qui sont aujourd'hui cités seront à la hauteur? J'avoue que moi je ne suis pas ça pour l'instant.
Je ne sais pas qui est Vous êtes focus candidat. sur autre chose d'abord. Je suis focus sur autre chose. Parce que je travaille actuellement sur... tout à l'heure, je pense que si on n'a pas lancé, on va lancer tout à l'heure l'appel à candidature pour les commissions électorales. Et les commissions électorales de recours, c'est extrêmement important. Et il nous faut trouver des hommes de qualité en activité en Guinée, des juristes de haute facture qui vont pouvoir gérer les élections. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette fois-ci, on a dit que le président de la commission électorale doit être un juriste en activité, avec de hautes compétences. Ça, c'est important. Pour la commission électorale de recours, il faut au moins 2 juristes de grande qualité en activité. Il faut que nous puissions trouver ces personnes-là pour que vraiment ce qui a été fait, la souffrance que le football guinéen a endurée, puisse finir à partir des hommes qui vont travailler afin que nous puissions avoir des élections pour les deux libres, commissions, crédibles et transparentes. pour les deux commissions, parce que ces personnes qu'on veut recruter sur la base d'un appel d'offres, est-ce que leur mandat va être... sera pour 4 ans. Pour 4 ans, au même moment que le président ou le comité qui sera élu. Tout à fait. Mais est-ce qu'on n'aura pas un président fragile Un président qui vient fragile. trouver tout est aménagé et qui sera soumis certainement à la rigueur de la loi? Est-ce qu'il ne sera pas fragile? Non, mais c'est comme ça que ça se passe partout. Il faut d'abord, c'est les commissions électorales, parce que ça n'a pas été fait comme ça la dernière fois. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. Et les contestations qui ont amené le CONOR, les personnes qui ont écrit ont sorti tous ces éléments. C'est-à-dire, ce n'était pas fait dans les normes. Et nous voulons respecter les normes, ce que les statuts disent. On met en place la commission électorale. Quand vous dites que ça n'a pas été fait dans les normes, parce qu'à l'époque, ça a été voté, la décision a été prise. C'est le dernier congrès, le congrès de mi-mandat, qui a intégré les dispositions relatives à la mise en place de la commission électorale et de la commission électorale de recours. Et donc, ça veut dire qu'il y a un mandat qui courait. C'est sous ce mandat-là que les dispositions ont été intégrées. Et c'est sous ce mandat que ces commissions ont été mises en place. On ne pouvait pas faire autrement. Comment ces commissions ont été mises en place à l'époque? Voilà, d'accord. Bon, comment ça, c'est autre chose? Mais il y a eu un appel à candidature. Ils ont existé, mais ça n'a pas été mis en place comme il le fallait. Et il y a un appel à candidature, des gens ont postulé et ils ont été... Non, et sur ces commissions, on avance là, on avance. On a beaucoup de choses. Un dernier détail. Ça peut être des commissions problématiques dans l'avenir. Pas forcément. Le rapport peut être difficile. Les textes vont être... Sur le choix des présidents. Sur le choix des présidents après l'appel à candidature, qui va évaluer et choisir? Est-ce que c'est vous, la présidente du CONOR? Est-ce que c'est le CONOR? Comment se fera le choix? Quel est le mécanisme? Le mécanisme de choix final. On a une responsabilité, mais on le fera avec la FIFA et la CAF. Selon on aura leur CV, leur profil, on va discuter avec eux. Mais ils n'auront aucune consigne, les gens que vous allez recruter. Absolument on pas. Va pas demandez à nos arbitres cette fois-ci s'ils ont reçu des consignes pour faire jouer. Donc par le passé des arbitres reçus. Je ne sais pas. Ah oui. On est en train de... Mais ça se plaignait. J'écoutais les radios. Si vous le dites, vous qui êtes notre spécialiste, c'est pour ne pas que les anciennes mauvaises habitudes se perpétuent. Ça, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Maintenant, le bilan. Vous dites que c'est l'évacuation des affaires courantes. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement dans cette évacuation? Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui ne l'était pas? Vous savez, quand on est arrivé quand même, on n'a pas trouvé un organigramme au niveau de la FEGFOOT. Ah bon? Donc la première chose que nous avons faite, c'est de mettre en place un organigramme. C'était extrêmement important. Il n'y avait pas de juriste à la FEGFOOT, il n'y avait pas un service commercial, il n'y avait pas un service, disons, de communication conséquente, parce que il y avait pas, le site internet ne marchait pas, il n'y avait même pas d'internet au bureau. Bref, je vous félicite pour toutes ces innovations. Le dynamisme. Non, attendez, je dis le dynamisme du service de communication de CONOR. Voilà, oui. Tout à fait. On est félicité partout. Oui, qui est très brillant. Je dis communication, service de communication est dynamique et professionnel. Tout à fait. Donc, on n'avait pas d'internet, on s'est battu pendant 2 mois pour récupérer. Pourtant, par le passé, il y avait du monde au service de communication. Mettre en place
pour mettre en place, donc mettre même l'internet dans les bureaux et ensuite travailler sur le site internet, ce qui a été fait. Et maintenant, vous allez me permettre quand même de vous citer quelques actions. Des actions. Allez-y. Moi, je viens du secteur privé. Chez moi, l'obligation de résultat est absolument un facteur déterminant. Allez-y. Et ce n'est pas parce que je suis au Conor que je ne vais pas essayer de faire autre chose pendant que je suis là, qui va aller pour le développement du sport. Donc, le centre de Nongo que vous connaissez, nous l'avons réorganisé. Et si vous voyez aujourd'hui, les travaux sont pratiquement finis. Et le 5 du mois prochain, nous allons faire la réception provisoire du centre. Et nous avons désengorgé, il y avait beaucoup de travaux supplémentaires que vous avez... parce que ça fonctionnait. Ça fonctionnait, mais avec beaucoup de difficultés. On a failli fermer. Quand la FIFA est venue voir, oui, parce que l'installation, les jeunes qui étaient là-bas, avec l'équipe technique, ils étaient sur le même palier. Il y avait des problèmes. Il y avait de sérieux problèmes. Et on s'est battu pour maintenir le centre et obtenir un financement pour faire des travaux de rénovation. Ça va permettre de centre technique. Donc, la pose du gazon synthétique, vous avez vu, on a un très beau gazon synthétique actuellement. Ça a été fait sur le second terrain du centre de Nongo. Et l'ouverture du stade annexe qui était fermé, le stade annexe du 28 septembre où les personnes jouent aujourd'hui. Ensuite, nous avons achevé. Il était en cours, mais c'était bloqué. Tout le financement et tout le matériel était disponible. Non, je suis désolée, tout le matériel n'était pas là. Nous l'avons terminé, monsieur. Vous ne le savez pas mieux que moi. Je sais ce qui s'est passé avant vous. Non, oui, mais ce que j'ai fait depuis que je suis là, c'est moi qui le sais. Parce que vous n'êtes pas venu me demander, n'est-ce pas? Donc, on a achevé le championnat féminin qui avait commencé depuis 2021. Nous l'avons finalisé, n'est-ce pas? Ensuite, la Coupe de la Ligue s'est jouée pour la première fois en Guinée. Et nous sommes championnes d'Afrique du championnat scolaire africain, ce que tout le monde semble oublier ces jours-ci. C'est vrai. C'était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a quelques mois. Avec une école de Koya. L'école de Koya, oui, exactement. Champion d'Afrique. Ben Sekoussila, hein? L'école Ben Sekoussila. Voilà. Donc la Guinée, ses enfants sont champions d'Afrique. Et nous avons pu signer avec la FIFA pour le championnat scolaire dans toute la Guinée. Et actuellement, on est en train d'installer partout, d'envoyer des ballons et de faire de la formation pour les jeunes. Pour que en collaboration avec la direction du ministère de l'Éducation et le ministère du Sport. Il y a quelqu'un qui on ne sait pas pourquoi il est là-bas. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Voilà. Nous avons donc qualifié aussi, qualification à la CAN U23 pour la première fois, n'est-ce pas, en Guinée? Qualification à la CAN Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Numérisation des licences. Avant ça, nos licences étaient papier. Nous avons numérisé toutes les licences actuellement en Guinée. L'augmentation des primes pour les arbitres, ça a été augmenté. La formation des arbitres d'élite et les instructeurs techniques et physiques ont été faits. La formation en licence D des éducateurs. Et la formation en licence BCAF, la BCAF de 25 entraîneurs qui depuis 7 ans n'avaient pas eu de formation. Et là, je viens de signer au Maroc. Depuis oui, depuis 7 ans, il n'y a pas eu de formation chez les entraîneurs. D'accord. Nous avons formé aujourd'hui la Guinée à 25 entraîneurs BCAF. Et là, nous allons démarrer... Ça veut dire des entraîneurs qui... Licence B. Licence B. D'accord. CAF. Et j'ai signé encore au Maroc tout dernièrement pendant la Coupe des U23 une autre formation pour les arbitres pour le VAR. Les arbitres guinéens vont être formés pour le VAR. Et aussi 25 autres entraîneurs. Mais on n'a jamais des arbitres lors des compétitions africaines, et même à la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui explique ça, madame? Oui, mais parce que... Ils ne sont pas formés? La formation manquait. Parce que je me rappelle en quelle année il y avait Momodba engagé Camara. Exactement. Depuis après, est-ce que... Et là, on vient d'avoir... Attention, vous ne suivez pas, on a publié sur notre site, on a 3 là cette année. Oui. On a 3 cette année. On l'a eu il y a 2 mois, je pense. Des arbitres maintenant qui vont arbitrer les matchs internationaux.
Et ça a été fait, c'est à votre actif. L'actif il parle de la phase finale de la Coupe d'Afrique. De la Coupe d'Afrique, justement. Pas de compétition des clubs, là. Oui. Il y en avait assez. La compétition des clubs, il y en avait assez, mais il y en a plus. Mais jusqu'ici, on ne trouve pas de joueurs. On trouve même des femmes arbitres d'autres pays. Mais en Guinée, on n'en trouve pas, madame. Demandez aux anciennes équipes, pas au Conor. Mais avant, il y en avait beaucoup. Non, avant moi, le seul, c'était Mamadou Ba engagé Camara. Le seul que vous connaissez. Que j'ai dit, que moi je connais. Il y en a eu beaucoup. Ok, donnez aussi d'autres noms. Oui, mais donnez. Il y a eu le général Zakaria. Zakaria, voilà. Zakaria Camara, c'était un arbitre international, renommé pendant 18 ans. D'accord. Voilà. On avance avec les... Ensuite, exactement. On avance là parce qu'il y a le deuxième thème. On a dit formation des secrétaires. Il y en a depuis 15 ans, ils étaient là-bas, ils n'ont jamais été formés. Bref, bon, on a aussi un partenariat avec l'UNICEF. On a signé une convention pour la sauvegarde des enfants avec l'UNICEF, ce que nous avons fait. La communication a changé au niveau de la Moi, il m'a confirmé cela. Ouais, il l'a confirmé. Et donc, vous-même, les médias, vous êtes les premiers à nous féliciter pour ça. Alors, le bilan, la qualification à la CAN, une CAN à 24, d'accord, de toutes les façons, c'est une qualification. Et vous avez limogé tout récemment l'entraîneur de U23 pour, le micro. Pour, dit-on, insuffisance de résultats, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous attendez de nouvel entraîneur? Est-ce que ce n'est pas un risque? Il a à quelques mois seulement de... À quelques mois, voilà, de mars, c'est vrai que c'est loin encore, mais c'est à quelques mois. C'est quelqu'un qui connaît bien ces jeunes. Deuxièmement, vous êtes toujours... Ce que les gens n'ont pas compris dans la décision sportive technique que le Conor a prise jusque-là, c'est le maintien de Kaba Diawara. Le maintien de Kaba Diawara. Sans résultat, Kaba sans résultat, Diawara. Il faut ajouter sans résultat à son nom. Est-ce qu'il y a une connivence? Est-ce qu'il y a une connivence dans le fait que Kaba Diawara soit toujours maintenu pendant que le résultat n'est pas au rendez-vous? Et est-ce que vous êtes informé de l'existence d'un tournoi WAC qui doit se jouer ici, organisé par le jeune Alphamadi? Oui, Alphamadi. 8 équipes vont jouer. 4 équipes, 4 clubs guinéens et 4 étrangers. Quel est l'apport de Conor? Vous pouvez noter, c'est 3 questions. Non, 3 questions. 3. D'accord, donc... le limogeage de l'entraîneur U23, les raisons. Voilà, les raisons, l'entraîneur, on avait un objectif, défini un objectif avec lui, qu'il amène l'équipe directement aux Jeux Olympiques. Il ne l'a pas atteint. Je ne vous apprends rien, vous savez ce que c'est. Un entraîneur, il a des objectifs qu'il doit atteindre. Il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Les enfants jouent très bien, mais ils ne marquent pas de but. Peut-être que des changements devaient être faits plus tôt, etc. Ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas continuer donc, à travailler avec lui, sachant que nous avons un match de barrage d'une haute importance en début de l'année prochaine. On est d'accord? Et si vous me dites celui qui le remplace, Charles, regardez son background sur Internet. Non, il est bien, je parle de son lien avec les joueurs. Ça fait 2 mois qu'il est avec ses joueurs, donc il les connaît très bien. Il est venu ici, le regroupement il était là, ensuite ils sont restés près d'1 mois au Maroc, et en plus, il est l'adjoint de Kaba Diawara. Donc il connaît la sélection A parfaitement bien, et cette sélection A vient en appui à la sélection des U23. Donc vraiment, c'est l'homme de la situation pour le moment. Deuxième question maintenant. Kaba Diawara. Sur cette même question, non, je parle de Charles. Maintenant, Kaba Diawara. Kaba Diawara, quand on est parti à la CAN au Cameroun, il n'avait pas de contrat avec nous. Vous savez qu'on a été nommé à la veille pratiquement de la CAN. Vous n'avez pas signé on n'avait pas. Non, voilà. C'était un bénévole. Non. On a signé le contrat après. Et ce contrat est en cours. Non. C'était... Lorsqu'on est parti au Cameroun, il n'avait pas de contrat. On venait d'arriver. Avec vous ou bien il n'en avait pas? Non, il n'en avait pas. Parce que moi, je suis venu trouver qu'on était en train de renvoyer Didier Six. N'est-ce pas? Il fallait sur pied levé prendre quelqu'un. C'est l'adjoint de Didier Six qu'on a pris, c'était Kaba Diawara. D'accord. Vous comprenez? Donc il est parti, il n'avait pas de contrat. Donc c'est au retour. Une récompense. Non, c'est pas une récompense. On a lancé un appel d'offres, Monsieur Cissé.
On a lancé un appel S'il n'a à pas candidature. réussi à faire quelque chose avec l'équipe, il devait être encore dans l'appel. Non, je suis désolée. L'appel était ouvert. Il a gagné l'appel dans de bonnes conditions. On l'a fait d'une façon transparente. Et son objectif, maintenant, on va juger Kaba Diawara après Abidjan. Quand on va être éliminé encore. Oui. Non. D'accord, le tournoi. Oui, le tournoi, là, je ne suis pas au courant de ce tournoi. Peut-être que le secrétaire général a déjà reçu des informations, mais moi, je ne suis pas encore. Oui, Baïla. Oui, sur le départ de l'entraîneur UU23, donc l'objectif était de se qualifier directement. Il a réussi néanmoins à se qualifier. Il y a une possibilité de se qualifier indirectement avec un match barrage. Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre le match de barrage? C'est-à-dire, est-ce que, je veux dire, il n'y a pas une marge de tolérance? Est-ce que la décision n'est pas trop sévère ou est-ce que c'est... Non, c'est en toute responsabilité que nous avons pris cette décision. On s'est rendu compte qu'il y a quand même certains côtés, il valait mieux prendre quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a plus de background pour pouvoir peut-être insuffler aux jeunes ce qui leur a manqué pendant que lui les entraînait. Oui, mais la même observation a été faite sur Kaba Diawara, les changements en retard, parfois des changements qui ne venaient même pas, ou il anticipait parfois. Bon, ça a été dit dans l'opinion pour ceux qui sont professionnels en la matière. Est-ce que le même constat qui a été fait sur Silla ne valait pas aussi pour Kaba? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion ne comprend pas ce 2 poids 2 mesures, madame, qui est qualifiée ou qui est considérée. Est-ce que cette signature de contrat ou ce renvoi de Silla au profit de l'adjoint de Kaba ne cache pas certainement d'autres raisons? Parce qu'on dit que vous êtes trop focus aussi sur la signature des contrats avec les entraîneurs. Qu'est-ce que le Conor a en retour avec ces différentes signatures? Parce que ça ne peut pas être quand même anodin, madame. Kaba est pire que Silla, je le dis dans ce studio. Oui, il est pire que Silla. Pourquoi vous dites ça? Oui, au vu de son résultat. Au vu de son résultat, madame. Quel est son résultat que vous pouvez aussi mal juger? Il a signé un contrat avec nous. Il a l'objectif. Et jusqu'à présent, cet objectif sont respectés. Pourquoi on va l'enlever? Il s'est qualifié sur... Comment il s'est qualifié pour la Côte d'Ivoire? Il s'est quand même qualifié. Et c'est ça qui est important. Mais il fallait aussi accorder la même chance à l'autre qui pouvait jouer quand même les barrages. Non, madame. Non. C'est en toute responsabilité, je vous dis, que nous avons pris cette décision. En toute préférence? Non, pas de responsabilité, mais préférence. Vous avez une préférence pour Kaba et ça se voit même, madame. Mais pourquoi vous dites ça? Oui, parce que Kaba aussi, c'est un gros nul. Il ne faut pas inverser. Non, mais c'est un gros nul. On avance. Non, on avance sur le procès du 28 septembre. Le procès du 28 septembre. Ne traitez pas, non, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas le droit. Je suis désolé. Attendez, je suis désolé, monsieur Camara. Vous n'avez pas le droit de traiter comme ça Kaba Diawara que c'est un nul. Parce qu'il ne vous a pas montré sa nullité. Au résultat, au vu de son résultat. Non, je suis désolé. Vous n'avez pas le droit de le traiter comme ça. D'accord. Madame, le résultat, on traite le résultat. Madame. Mais le résultat qu'est-ce qui prouve qu'il est bon alors, madame? Ce résultat nous amène à la Coupe d'Afrique. Mais difficilement, hein? Oui, mais il l'a quand même. D'accord. Madame la Ligue 2. Et c'est ça qui est important. Vous avez égrené tout à l'heure le bilan. Est-ce que le fait que vous n'avez pas réussi à mener à terme la Ligue 2 ne peut pas être une petite tâche dans alors là, le monsieur, bilan? vous vous trompez. La Ligue 2 se tient. Voici, je vous ai même amené ça. Ah, c'est le nouveau calendrier. Absolument. Ah, ok. Elle est en train de se tenir. Tout marche. Le ballon tourne en Guinée depuis que le Conor est là. Oui, il n'a jamais autant tourné. Oui. Il ne s'est jamais arrêté. Lucien fait un bon boulot. Il ne s'est jamais arrêté. De la Ligue 2. Bonsoir, chers confrères. Je salue la volonté de rassemblement de Madame la Présidente du Conor à ne pas surtout réveiller le chat qui dort en indexant le ou les autres de la crise. Vivement la mise en place d'une fédération dans l'intérêt du football guinéen. Du courage, Madame, par Abouakar Sako, chef de service communication et relations publiques au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. On aborde maintenant la deuxième partie de l'émission Refaire le monde. La question, cette fois-ci, c'est sur le